Bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices, un véritable plaisir de vous retrouver dans ce podcast. Nous recevons aujourd'hui un nom connu dans la sphère culturelle mauricienne, dans l'écriture aussi bien que dans la cinématographie. Il est né le 27 septembre 1960, il est le troisième enfant d'une famille de 7 enfants. Il a notamment fait des études à Strasbourg et a été professeur de lettres en France de 1989 à 1994. Il revint ensuite à Maurice en 1995 pour se consacrer à l'écriture et à l'édition. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Barlène Payamoutou. Bonjour. Bonjour. Alors ça va? Très bien. Je vois ça, souriant. C'est bien parce que le sourire est contagieux. Moi j'aime bien ça. Parfait. J'aime bien la voix aussi. Alors Barlène, vous êtes là pour nous parler d'écrits sur Maurice. Mais juste avant, moi j'aimerais bien qu'on parle un peu des œuvres passées. À votre convenance. À ma convenance, c'est très bien. On commence par Bénarès. Je vais vous dire un peu vos propres titres et vous allez me faire un mini résumé en quelques lignes de ce que ces œuvres signifiaient pour vous. Donc on commence par Bénarès. Alors Bénarès, je débarque à Maurice en 95 et je débarque à Maurice parce que j'ai envie d'écrire. Ma mère venait d'acheter une maison à Trot-de-Douce et bien entendu je me balade un peu à Maurice, je rencontre des gens et je remarque une chose, que la nuit est absente et que la nuit est surtout absente pour les femmes. On ne voit pas de femmes dehors, etc. Je me souviens, j'étais avec une amie, Shénaz Karimdi, qui m'aidait dans l'édition. On était dans un restaurant à Bellemare et il n'y avait que des hommes. Et tous les hommes la regardaient parce qu'elle était la seule femme. Et au moment de partir, elle leur a dit « Mais vous n'avez jamais vu de femme ?» Donc j'avais envie d'écrire quelque chose sur la nuit. Le livre se passe toute la nuit. Et j'avais envie d'y introduire des femmes. Mais malheureusement, à l'époque, ou dans l'imaginaire des gens, les femmes qui sortent la nuit sont des prostituées. Donc mes deux personnages principaux sont des prostituées, de jeunes filles. Et j'avais envie de parler aussi de la condition faite aux prostituées, des jeunes filles qui doivent se prostituer pour des raisons économiques, etc. Et j'avais envie de parler de la nuit, bien entendu. La nuit qui est quand même un moment j'appelle le moment du jour. Hein. Ouais. C'est un moment qui comporte assez de mystère et d'inconnu. Parce qu'on a cette image de la nuit qui représente un peu peut-être le danger, peut-être des a priori. Mais au final, comme on dit en anglais, if we embrace the night, il y a des choses qu'on découvre. Bien entendu, la nuit, il fait noir. Cela va sans dire. Et le noir est toujours source de mystère et de danger. C'est la nuit qu'on a peur. Et c'est la nuit qu'on fait appel à des animaux imaginaires. Nos parents en ont fait pour nous faire peur. On se souvient du loup-garou. Par exemple. On passe de 1999 à 2002, on parle de la tour de Babylone. Non, c'est le tour de Babylone. Le tour, ah oui c'est vrai, le tour. Alors c'est intéressant parce qu'on peut dire le tour et la tour étant verticale, c'est-à-dire qui monte vers le ciel, et le tour étant horizontal. Donc j'avais cette idée d'horizontalité et de verticalité. La tour de Babylone, le titre de mon livre, c'est le tour de Babylone. La tour de Babylone ou la tour de Babel, comme on l'apprend dans la Bible, Babel étant le nom juif de Babylone. La tour de Babel, c'est la tour qu'on construit pour atteindre la divinité ou le ciel ou les dieux, etc. Et les dieux qui se disent non, vous ne pouvez pas atteindre le ciel, donc on va faire en sorte que vous ne vous comprenez pas. Que vous parlez différentes langues. Le tour de Babylone est une expression mauricienne. Malheureusement, les expressions mauriciennes se perdent. Faire le tour de Babylone, je me souviens de mon père qui me disait à chaque fois que je rentrais à la maison tard, parce que j'aimais me balader, qui me disait « Quel tour de Babylone as-tu encore fait ?» Faire le tour de Babylone, c'est errer,
se balader, se perdre, c'est-à-dire ne pas suivre un chemin tout droit. Et bien entendu, quand j'ai écrit le livre, j'ai pensé aux paroles de mon père, à cette expression, et j'ai pensé aussi à la ville de Babylone qui se trouve en Irak. Donc c'est un voyage imaginaire en Irak, tout se passe en Irak. Et je me souviens quand le livre est sorti, il y a un Irakien exilé du régime de Saddam Hussein à l'époque, qui vivait en Angleterre, qui m'a écrit « Mais comment t'as fait pour décrire avec précision ces lieux, ces rues, etc. » Bien entendu, je n'ai jamais été en Irak, mais j'avais des cartes. Quelquefois, on travaille avec des cartes, et puis un écrivain, c'est fait pour imaginer des choses. Donc, j'avais des rues de Palestine, par exemple, qui existaient vraiment, mais je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Et puis, on vous le dit souvent, l'universel ne se trouve pas à New York ou à Paris ou à Londres. L'universel se trouve dans le cul du monde, quoi, c'est-à-dire dans quelque chose d'infime. Donc voilà, ça c'est le tour de Babylone, cette balade en Irak. Et j'avais envie aussi de parler de la guerre ou des vestiges de la guerre, des traces qu'avait laissé la première guerre en Irak. Qui reste quand même des chapitres inachevés quand on voit l'impact sur les peuples. Tout à fait, et puis toutes les guerres ont cet impact, c'est-à-dire ça ne dure pas 5 ans, 10 ans, plus qu'une génération parfois, avec de l'amertume souvent, donc ce sont des choses qui s'effacent rapidement, enfin qui s'effacent lentement je vais dire, ou qui ne s'effacent absolument pas. On a encore des vestiges de l'esclavage par exemple dans des pays, et pourtant l'esclavage a été aboli à Maurice en 1835. On a encore des vestiges de l'esclavage aux États-Unis surtout, et entre le sud et le nord avec le drapeau sudiste, etc. Donc, et pourtant ça fait des dizaines, des centaines d'années que c'est terminé. Donc ça s'efface vraiment très lentement ou presque pas du tout. Et un autre de vos titres qui m'a un petit peu interpellé, parce que j'aime bien le nom, j'aime trop le nom même, je sais pas pourquoi. L'île aux poissons venimeux. Oui, mais je peux parler du troisième avant ? Bien sûr, bien sûr. Le troisième, c'est Saloguise. Saloguise, oui. Alors Saloguise étant le prénom de ma mère, et Saloguise, j'ai ajouté, comme on le fait en anglais, apostrophe S, pour dire en quelque sorte le monde de Saloguise. C'est un livre qui a été publié en 2008. Ma mère est morte en 2005 suite à un accident d'autobus, le plus banal et le plus cruel. Et moi, j'étais en France en train de faire le montage du film Bénarès que j'avais adapté de mon livre. Donc ça a été une douleur immense. Même aujourd'hui, 15 ans après, il y a des moments où je ressens comme un serrement de cœur quand j'y pense. On y pense toujours de toute façon, je penserai jusqu'à la fin de mes jours. Donc je me suis dit, voilà quelqu'un que j'aimais tant, et je n'étais pas le seul, il y avait mes frères, mes sœurs, mon père, ses sœurs à elle, ses frères. Et je me suis dit, je vais écrire un livre sur elle pour lui rendre hommage, plutôt comme une sorte d'offrande à ma mère. Et j'ai pris 3 ans pour écrire ce livre. Et vous savez, quand vous écrivez un livre, c'est le métier le plus dur que j'ai connu. J'ai fait d'autres métiers comme prof, comme libraire, comme éditeur, etc. Mais le métier d'écrivain est vraiment, à mon avis, le plus dur. Et donc c'était une sorte de double peine, parce que déjà écrire c'est difficile, et maintenant vous écrivez sur quelqu'un qui vient de disparaître, donc ça a été vraiment très très compliqué. Et maintenant quand j'écris, je dis je n'ai plus ce poids quand j'écrivais Saloguise, donc ça va nettement mieux. Donc c'est un livre comme les autres, bien entendu, auquel je tiens. Et vous parlez de l'île aux poissons venimeux, je me souviens parce que je n'ai pas été qu'écrivain, j'ai édité pas mal de livres, et il y a un livre de Philippe Forgette Senior que j'ai édité qui s'appelle 4 épices. Et dans ce livre, à un moment donné, il y a quelqu'un qui
s'est exilé de l'Inde avec sa femme, sa copine, et qui débarque sur une île, qui est l'île Maurice. Il mange du poisson, et la femme meurt parce que le poisson est venimeux. Et quand le type quitte Maurice sur son bateau, il dit quelque chose comme pour nommer l'île, et il le nomme l'île aux poissons venimeux. Souvent des fois, quand vous écrivez un livre et que vous avez un titre comme ça, on appelle ça en anglais un misnomer, c'est-à-dire c'est un titre sympa ou tout ce que vous voulez, mais qui n'a pas forcément un lien avec l'histoire que vous racontez. Je me souviens d'un disque de Dizzy Gillespie qui s'appelle le musicien jazz for musicians only, mais bien entendu, c'était pas que pour les musiciens. Voilà pour l'île aux poissons venimeux, qui est l'histoire d'une disparition qui se passe à Maurice et que j'ai pris grand plaisir à écrire. Et c'était une histoire imaginée ou Oui, complètement. Voilà, à part Saloguise, le troisième livre sur ma mère qui part des faits tout à fait réels, il n'y a aucun mensonge, etc. Tous les autres livres sont des fictions. Alors juste avant de bouger, je retourne sur Saloguise, parce que ça paraît quand même, bon, c'est pas que ça paraisse, mais c'est un livre au final très personnel. Complètement personnel. Et que ce soit la fiction ou la réalité, mais plutôt la réalité, quand on choisit d'écrire sur quelque chose qui nous touche au niveau le plus personnel, on arrive quand même à passer cette émotion au lecteur, mais de façon plus authentique, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Vous savez, on a l'impression, on peut avoir cette impression que quand vous écrivez un truc personnel, ça ne concerne que vous. Mais quand quelque chose est personnel et authentique, bien entendu, ça touche les autres aussi. Il faut d'abord que ce soit authentique. Vous ne pouvez pas jouer avec ou faire semblant, etc. Ça ne marche pas, ça. Un lecteur le sent. Mais quand vous portez vraiment quelque chose, c'est pour ça, je me dis, les projets, il faut le porter presque corps à corps. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Les gens sentent qu'il y a quelque chose de faux dans ce que vous entreprenez. On va en 2019. Ça se prononce Whitman? Oui, tout à fait. Whitman. Parlez-nous de cette œuvre. Alors, Whitman, c'est le nom d'un très grand poète américain qui s'appelle Walt Whitman. En 2012-2013, je suis invité aux États-Unis, j'y passe 6 mois, avec des conférences dans des universités, par exemple. Et je connaissais des écrivains américains, j'ai lu pas mal d'écrivains américains quand j'étais en France. Et un des premiers livres que j'avais lu en France, c'est des amis qui me l'ont prêté, c'est Leaves of Grass, Feuilles d'herbe en français, de Walt Whitman. Donc je débarque aux États-Unis et le premier livre que j'achète, c'est Leaves of Grass de Walt Whitman. Je commence à lire parce que je l'avais lu quand j'avais 17, 18, 19, 20 ans, je ne sais pas. Enfin, très jeune. Et j'avais compris des choses, mais pas tout à fait. Et aux États-Unis, quand je recommence à lire ce livre, en anglais cette fois-ci, comme il décrit les endroits, les lieux, les gens, comme il parle des esclaves qui viennent se réfugier chez lui, comment il les accueille, comment il accueille les gens peu, les prostituées, les marginaux, etc. Je me suis dit, voilà un écrivain exceptionnel, quoi. Et quand vous entrez dans une librairie aux États-Unis, il y en a de moins en moins, il y a souvent la photo de Walt Whitman. C'est un vieillard avec une barbe blanche, etc. Et je me suis dit un jour, c'était en 2012-2013, un jour j'écrirai un livre sur les États-Unis et peut-être sur Walt Whitman. Et bien sûr, j'avais d'autres projets dont L'île aux poissons venimeux. Je rentre à Maurice et je suis en train de terminer L'île aux poissons venimeux et je me dis, quel autre livre je vais écrire? À chaque fois, c'est le même problème. Vous êtes en train de terminer un livre ou avant même de commencer un livre, vous pensez à la prochaine étape.
parce que ça vous rassure d'une certaine façon. Vous vous dites, ouf, j'ai encore du grain à moudre d'une certaine façon. Et je cherche sur Whitman et je découvre une histoire qui me fascine, quoi. Ça se passe durant la guerre de sécession, au début des années 60, 1860. Et il vit à Brooklyn, New York, et son frère s'est engagé comme soldat pour les nordistes, contre les sudistes, les esclavagistes. Et il y a des correspondances entre sa famille à Brooklyn et son frère, etc. Et un jour, il lit dans un journal, parmi les morts et les blessés, parce qu'il y a tous les jours la liste des morts et des blessés, parmi les blessés, il voit le nom de son frère. Et ce qu'il fait, et je trouve ça extraordinaire, sur le champ, il quitte Brooklyn, il va à Philadelphie, à Washington, parce qu'il pense que son frère a été emmené dans des hôpitaux de guerre à Washington. Son frère n'y est pas. Il reprend le bateau, etc. Il va dans un autre endroit en Virginie pour retrouver son frère. Et je me dis, tiens, voilà quelque chose d'éblouissant, quoi. C'est-à-dire, on apprend qu'un proche a été blessé, tout de suite on quitte son monde et on fait des voyages dingues, quoi, pour aller voir son frère et le réconforter. Donc j'ai raconté cette histoire. Bien sûr, cette histoire se tient sur une page dans tous les livres, donc il fallait inventer, etc., etc. Oui, comment il prend le train, le bateau, les personnes qu'il rencontre, les hôpitaux, c'est un lieu sinistre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de l'antiseptique ou des choses comme ça. Donc, vous recevez une balle ici, on vous coupe le bras. Donc, c'est comme un peu les gueules cassées durant la Première Guerre mondiale en Europe, c'est-à-dire vous êtes blessé, on vous coupe des bras, etc. Donc, il y a des monceaux de bras et de jambes dans des chariots. Donc j'ai voulu parler de la guerre un peu comme avec le tour de Babylone. Voilà, et j'avais envie d'écrire ça, un poète américain. Et c'est d'insuffler ces petits détails qui au final prennent une place assez importante dans l'ensemble de l'histoire. Oui, tout à fait. Alors, une histoire dingue, c'est quand je commence à écrire Whitman, j'ai un problème, parce que ça se passe durant l'hiver, et à Maurice, il n'y a pas d'hiver, enfin, c'est un petit hiver, mais il n'y a pas de neige, etc. Ouais. Donc, j'avais envie de paysages, etc., qui évoqueraient l'hiver, et j'avais du mal à Maurice, donc j'ai dû fouiller, et une chose m'est arrivée en 2012-2013, je suis à Pittsburgh, je dois aller chercher ma copine d'alors qui venait de France, et c'était le 20-22 décembre, il neigeait complètement, etc. Et j'étais pas très bien habillé, des chaussures, un parapluie contre la neige. Et à un moment, je marche dans les rues de Pittsburgh et les parapluies qui se plient dans tous les sens, etc. Et tout d'un coup, je me souviens de quelque chose, je jette le parapluie parce que ça ne sert à rien, et je me dis, mais j'ai vécu plus de 20 ans à Strasbourg, quoi. Et je connais l'hiver, il faisait moins 17 à l'époque, etc. Donc je dois avoir dans mon ADN l'hiver. Et de même, pour Whitman, j'ai dû inventer des paysages, des bâtiments de l'époque, de 1860 par exemple, et surtout l'hiver. Donc voilà, vous retrouvez en vous des éléments que vous avez cru perdus, mais ils ne sont jamais perdus. Et justement, dans ce procédé, on parle souvent c'est un mélange de la beauté et de la tragédie de l'écriture, parce que à un moment, on penche dans l'imaginaire, on essaie d'inventer des choses, de créer des choses, et quelquefois, quand on écrit, on va tellement profondément dans ces choses que même quand on a fini d'écrire, on a du mal à en sortir. Que ce soit un paysage ou que ce soit un personnage. Alors, il m'est arrivé une chose après l'écriture de Bénarès, c'est 25 décembre 98, le livre est sorti en février 99. Pour la première fois de ma vie, pour la dernière, je l'espère, j'ai eu une grosse déprime.
C'est-à-dire que, parce que pendant 3 ans, vous avez le mot Bénarès 100 fois dans votre tête, et à un moment donné, quand vous avez fini, c'est comme un acteur qui termine un film, il y a comme une sorte de vide. Ouais. Je me suis dit, depuis, à chaque fois que je termine un livre, je passe à un autre pour qu'il n'y ait pas de temps de latence et ne pas éprouver ce manque, quoi. Le fameux What's Next. Oui, voilà. C'est ce qui nous donne un peu le rythme, l'envie et comment on dit en anglais, ce qui nous donne du purpose pour aller de l'avant. Se projeter, comme on dit en français, c'est-à-dire un projet comme se projeter, c'est-à-dire se mettre en avant. On en a besoin. Sinon, il n'y a pas d'espoir. Ah bah oui, bah, définitivement. Barlène Payamutu, on passe sur Écrit sur Maurice. Donc il rassemble un nombre important d'échantillons d'œuvres littéraires qui sont autant des cartes de visite, comme on dit, d'écrivains. Et pourquoi déjà ce projet ? J'avais très envie de... Je crois que l'idée première, c'est de rassembler. Ouais. Je l'ai fait en 95, je crois, quand je débarque à Maurice, un livre qui s'appelle L'île Maurice en 80 lieux, avec 50 écrivains. Et je l'avais travaillé avec Rama Punusami qui m'avait donné un coup de main. Donc c'est l'idée de rassembler. Et là, ça va beaucoup plus loin parce que on part de 1708 avec le premier texte de François Legas sur l'île Maurice. Et on termine en 2019, donc ça fait quand même plus de 3 siècles de notre littérature. Et on a 105 écrivains dans 3 langues, anglais, français et créole. Et j'avais envie de faire cela parce que souvent des fois, quand vous regardez chronologiquement un livre, vous vous apercevez de beaucoup de choses. Par exemple, vous remarquez à quel moment, à quelle date, les femmes font leur entrée sur la scène littéraire. À quel moment apparaît la langue créole? À quel moment apparaît le premier écrivain né à Maurice? Parce qu'avant lui, il y a eu d'autres qui sont venus, comme François Legas, Bernardin de Saint-Pierre, Mark Twain, etc., mais qui sont nés ailleurs, qui sont venus raconter l'île Maurice. Donc le premier écrivain né à Maurice. À quel moment apparaissent les écrivains métis, ou les écrivains d'origine africaine, ou d'origine indienne, ou d'origine chinoise. Donc, vous voyez tout cela. Mais au-delà de cette appartenance ethnique, ou de cette appartenance géographique, ruralité ou pas, de quel pays, États-Unis, France, Angleterre ou Maurice, au-delà de cela, il y a une sorte de transcendance qui est propre à la littérature. Parce que la littérature a ses propres règles. Souvent, j'ai dit, vous ne pouvez pas juger la littérature avec des règles sociologiques comme l'appartenance ethnique ou géographique, ou être une femme ou un homme, parce que la littérature va au-delà de ces critères sociologiques. La littérature a une sorte de transcendance. Si vous prenez des règles sociologiques pour expliquer la littérature, c'est comme si vous êtes en train de jouer aux échecs avec des règles qui sont issues d'un jeu de dames. Donc vous ne pouvez pas le faire. Et donc il y a cette transcendance. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir la vision des écrivains, vision qu'ils portent sur Maurice, bien entendu. Et puis aussi, le fil conducteur qui traverse tous les textes, je l'ai voulu, c'est la nature. Bon, on connaît la nature, mais la nature, c'est aussi les gens qui vivent dans cette nature, qui y ont construit des habitations ou des objets, etc. Donc c'est tout ce mélange des hommes, au sens général, hein, des hommes et des femmes, au sein de cette nature. Donc j'avais envie de voir à la fois la chronologie des choses, comment un auteur comme Alexandre Dumas, qui parle de l'esclavage, peut rejoindre quelqu'un de plus contemporain, qui parle aussi de l'esclavage. Mais l'important,
c'était la transcendance. C'était la vision de l'île Maurice que ces gens pouvaient avoir. Le facteur humain aussi, j'imagine. Bien sûr. Vous savez, il y a un texte de Selmourani, par exemple, qui parle de Maïbourg et des alentours et qui décrivent un bateau sur l'eau dans l'obscurité qui rentre à la maison, et puis sur le bord, il y a des flambeaux qui attendent ce bateau. Oui, il y a de l'émotion. On peut même pleurer parfois tellement c'est touchant, émouvant, profond. Et puis l'île Maurice aussi est unique dans la littérature mondiale, parce qu'on se dit, tiens, comment un si petit pays produit autant d'écrivains, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de publications à Maurice et ailleurs aussi, parce qu'il y a pas mal d'écrivains maintenant qui sont publiés en France. Et je pense que c'est dû à notre histoire. C'est-à-dire, très tôt, on a commencé à écrire sur ce pays. Et probablement aussi parce que c'est un pays qui est multiculturel, multiethnique. Et je crois que ce mélange ou ces rencontres entre des peuples divers, des manières diverses de s'habiller, de manger, etc., ça crée une richesse insoupçonnée, d'une très très grande valeur. Et c'est ça qui nous donne cette force. Remarquez, on a fait des études, par exemple, sur les écrivains d'origine indienne qui vivent en Angleterre, par exemple, et ça a donné des écrivains éblouissants. Il n'y a pas que Salman Rushdie, mais il est l'un des porte-parole. Pourquoi éblouissant? Parce que ces personnes possèdent plusieurs cultures. Il y a la culture d'origine, et puis il y a la culture d'accueil, quoi. Et j'ai l'impression à Maurice aussi, si on puise dans cette direction, oui, dans ses racines et puis dans ses ailes, parce qu'il y a à la fois les racines et ce vers quoi on veut se porter, ben, ça nous ouvre des horizons assez exceptionnels. Et juste pour revenir sur quelque chose, Maurice à travers les arts, à travers l'écriture, ça me rappelle, moi, mes classes de littérature à l'école, où on lisait Brasse au vent. Oui, de Marcel Cabon. Voilà, Gonzague. Il y a un extrait de Brasse au vent dans ce livre. Ah, mais c'est génial. Parce que moi, ce que ce livre m'a fait à moi, c'est que ça m'a fait voir de façon totalement différente mon propre pays, mais à un temps où, comment dire, bah, littéralement, j'existais pas, mais c'est de si bien le faire à travers l'écriture. Vous savez, il y a un grand problème à l'île Maurice et il faut qu'on dépasse ce stade qui n'est pas très très bon. On a mis longtemps à enseigner l'histoire de l'île Maurice. C'est très bien d'enseigner l'histoire de la Grande-Bretagne, de la France. C'est très très bien, il faut s'ouvrir à d'autres pays. Mais c'est bien aussi d'apprendre votre histoire. Définitivement. C'est très bien d'apprendre Molière, Shakespeare. Mais pourquoi ne pas enseigner davantage les écrivains mauriciens dans nos écoles, dans nos universités? Ça, c'est une anomalie qu'un jour ou l'autre, il faudrait corriger, parce que c'est pas normal, quoi. Vous me parlez de votre émotion en lisant Brasse au vent, Marcel Cabon, Kéli Kéliba, et puis d'autres livres, Namasté, etc. Voilà un homme qui s'est ouvert à d'autres cultures. Et il faut soutenir des personnes comme ça, comme lui ou son cousin Pierre Renaud. Malheureusement, on ne le fait pas. Mais un jour, on doit pas payer pour ça, mais quand on sera au tribunal littéraire, on se posera la question, mais pourquoi on a tardé à enseigner notre géographie, notre histoire et notre littérature? En privilégiant d'autres. Oui. C'est vrai. Il faut s'ouvrir à tout le monde. Hein. Je suis entièrement d'accord, ouais. Il ne faut pas être dans une situation de ghetto. Mais on ne peut pas ne pas enseigner les écrivains mauriciens leurs textes. Et là, on bouge sur Pierre Renaud, du coup. Parce que on m'a dit, voilà, Barlène Payamoto va lire un extrait de Pierre Renaud qui parle des villages qui naissent, des villages qui meurent. Et rien que ces quelques mots, des villages qui meurent, des villages qui naissent, ça interpelle. Ça interpelle à plusieurs niveaux. Et j'ai hâte
d'entendre ce que vous Oui, avez, ça interpelle à plusieurs niveaux parce que ça nous ramène à l'enfance. Et tout ce qui nous ramène à l'enfance, à ces joufflus quelquefois ou pas de l'enfance, Freud disait quelque chose de très intéressant. Il disait c'est pas de la mort, c'est-à-dire ce qui va venir dont on a peur, c'est le manque de l'enfance. C'est-à-dire on se dit qu'on ne va jamais retrouver notre enfance. Donc quand Pierre Renaud parle de ces villages, je trouve ça magnifique, rien que le nom de ces villages. Alors je vous lis un extrait du texte. Les villages qui naissent, les villages qui meurent. Un jour, il y eut un cyclone nommé Carole, des sans-abri que l'on abrita dans des longères. Cela devint le village Carole, un véritable arrache-cœur. Il servira de village pilote dans la campagne de réaménagement rural. On a déjà construit le chemin d'accès à ce petit coin d'une humanité marginale. Les cyclones Carole donna naissance à ce qu'on appelle des cités, parfois sans arbres, sans âme, parfois bruissantes d'une vie d'espoir. Des maisonnettes comme souriantes, un laurier rose, la verte poussée d'une vigne, un village né. Des noms que l'on prononce rarement, Cascavel, Coteau-Raffin, Case-Noyal, La Golette. Certains ne changent guère, sont figés dans le temps. D'autres se réveillent lentement d'une somnolence. Une route sera construite à La Golette. Le tourisme, bien sûr que cela donnera un peu plus de sous aux villageois. Dans combien de temps ? À côté du grand hôtel et du bungalow de luxe, il y aura toujours le taudis. Ce que demande un village, c'est un point de ralliement, comme l'arbre à palabres de centre de flaque. Le Sugar Industry Labor Welfare Fund, qui a changé nos régions rurales, donne ce centre de ralliement. Des village halls, où le village se sent village. Car le villageois est très différent du citadin, très différent aussi selon son terroir. Le géographe m'assure que le villageois du Nord, qui a une longue tradition de propriété foncière, est un être indépendant, sans complexe. Il y a aussi des villages qui étaient toujours là, avec leurs vieux arbres, leurs sentiers, leurs jardiniers. Et un jour, on les redécouvre. On vient de redécouvrir Crève-Cœur. Malcolm de Chazal n'y est pas pour rien. Crève-Cœur ne change pas. Mais gens d'ici et gens d'ailleurs vont là-haut prendre une grande bolée d'air mauricien. Que l'on fasse une route reliant Crève-Cœur à Malinga, et les deux villages bougeront. Village, Helvetia, Ripaille, Dagotière, Alma coincé entre le chemin de Valletta et deux autres chemins. Petite rivière où l'on ne va plus à la dernière procession de la fête Dieu. Village de pêche, de culture maraîchère, de doux vallonnements. Des enfants jouent à l'enfance. Des vieillards à l'ombre d'un tamarinier sont silencieux. Ici, un village se meurt. Là, un village prend naissance dans le bruit des bétonnières. L'île Maurice continue. C'est beau. C'est très très beau. Et comme vous le dites au début, c'est le fait de ne pas souvent entendre ces villages qui rend ça encore plus beau. Bon, allez, moi je connais bien Coteau-Raffin, je connais bien La Golette, mais quand on parle un peu de ces villages du centre, qu'on entend presque jamais, et la joie et la beauté de retrouver ces noms dans cet écrit, moi ça m'enchante. Oui, et quelquefois les villages sont cachés. Ouais. Il faut attendre que les cannes soient coupées pour découvrir certains villages. C'est vrai, c'est vrai. Et je voyageais avec
Patrick Darifat ce matin qui m'a emmené de Trou-de-Douce jusqu'ici. Et on se disait, mais je lui disais, l'île Maurice est si petit, c'est vrai, c'est minuscule, quoi. Mais en même temps, ça paraît comme un continent. C'est vrai. Parce qu'il y a tellement de différences. Tellement de différences, tellement de petits villages, tellement les gens sont habillés différemment. Des comportements différents, des dialectes différents, des accents différents pour une si petite île. C'est un continent. C'est un micro-continent. Non, mais c'est... Maurice, en elle-même, constituée de cette diversité, parce que on a quand même une population qui vient d'Asie, qui vient d'Europe, qui vient d'Afrique. De Chine. De l'Inde. Voilà. D'Afrique. Et c'est ce mélange que, je pense, nous ne célébrons pas assez. Alors que c'est tellement évident. Et c'est ce qui rend ce pays tellement différent et unique aux yeux du monde, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on verrait cette diversité-là. Où on verrait, par exemple, une église à côté d'une mosquée ou d'un temple, etc. Et il y a les trois à côté, à Vacois. Oui, tant mieux. Tant mieux. Et vivre dans cette paix, dans cette sérénité. Exactement. J'ai l'impression que maintenant, aucun Mauricien ne se sente étranger à Maurice. Personne ne lui dira, toi, t'es pas d'ici. Ou... C'est vrai. C'est une bonne chose. On aura parlé de Maurice, on aura parlé de ses œuvres. Barlen Payamoto, merci d'être venu aujourd'hui, d'être venu tout simplement et de nous avoir enchantés par l'univers de l'écriture. Et c'est un périple que moi, qui m'enchante davantage, parce que l'écriture pour moi a une place très importante. Et il est malheureux qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'écriture. Je pense que ça doit changer. Et l'écriture reste pour moi un moyen de vivre ses rêves, parce qu'on arrive à mettre nos pensées sur une page. Et pour moi, voilà, personnellement, ce fut un beau partage. Et c'est faire fructifier aussi son imaginaire. Voilà. On vous remercie et on vous dit peut-être à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup Yannick et merci à toute l'équipe.